syndicat des jeunes agriculteurs, c'est le deuxième syndicat agricole de France où nous avons une ligne de conduite vraiment principale, c'est celle de défendre les jeunes qui souhaitent s'installer en agriculture. Donc, concrètement, nous œuvrons pour le renouvellement des générations, car il faut savoir que dans les 5 à 10 ans à venir, on aura environ 50% des exploitants agricoles actifs aujourd'hui qui vont prendre leur retraite. Donc, le défi est de taille de pouvoir installer demain des jeunes sur des exploitations viables, vivables et transmissibles et d'avoir des vrais chefs d'entreprise. Il y a l'échelon national, l'échelon régional, l'échelon départemental et l'échelon cantonaux, où vraiment il y a tous les adhérents partent de l'échelon cantonal pour après monter, s'ils le souhaitent, sur les différents échelons. Déjà, ça permet d'avoir une ouverture d'esprit sur son territoire et côtoyer des jeunes qu'on n'aurait pas forcément l'occasion dans sa jeunesse de croiser avec différents horizons, différents parcours et de permettre de mélanger tous ces aspects-là pour pouvoir créer l'agriculture de demain. Et c'est une force aujourd'hui car on est 50 000 sur le territoire, nous sommes plus de 1000 adhérents sur la région Centre-Val de Loire et nous sommes on va dire 200 adhérents sur notre département du Loiret. Donc, il y a vraiment un lien où tous les jeunes peuvent se retrouver à travers ce syndicat pour défendre une vision commune et faire avancer l'agriculture de demain. Déjà, nous travaillons principalement avec les chambres d'agriculture. Nous travaillons également avec nos OPA, les organismes, les conseils départementaux, les DDT. Donc, à tous les échelons, nous travaillons avec tous ces partenaires, entre guillemets, pour pouvoir faire avancer les choses, faire évoluer des filières, créer une nouvelle filière, être vigilant sur la réglementation qui évolue tous les jours et essayer de faire bouger les lignes, notamment sur les aides proposées aux jeunes, car il est important d'être acteur et d'être proactif sur l'avenir de l'agriculture. Nous sommes vraiment force de proposition. S'il y a une problématique, nous devons avoir des solutions en face pour faire avancer les choses. Il faut également qu'on soit ouvert aux attentes des concitoyens, des consommateurs, car leurs attentes évoluent avec le temps. Et on a une forte valeur de communication à travers de l'organisation de marchés de producteurs, de campagnes de communication sur les réseaux sociaux, de faire vivre le tissu rural à travers des fêtes, des fêtes et des festivals de l'agriculture. Déjà, tout d'abord, je leur dirais de surtout pas hésiter à venir rejoindre le monde agricole. Nous avons la chance d'avoir un secteur très, très diversifié. On peut aussi bien s'orienter sur de l'élevage, de l'horticulture, de la grande culture, de la viticulture et même de l'arboriculture. Nous avons tout un panel d'exploitations où chacun peut s'y retrouver. Nous avons la chance d'être aussi maîtres de notre métier. Nous sommes chefs d'entreprise, nous pouvons évoluer dans les directions qui nous souhaitent. Il y a vraiment tout un panel entre circuits longs, circuits courts, agriculture biologique, non biologique, avec différentes certifications environnementales. Donc aujourd'hui, il y a de la place pour tout le monde. Et il est important que chacun se retrouve dans sa façon de voir les choses et de faire avancer l'agriculture de demain. Oui, chacun doit être acteur de ce qu'il souhaite demain. Donc, il est important, même si la jeunesse aujourd'hui est un peu déconnectée du monde agricole il y a encore quelques années, quelques générations avant nous, et ça se voit de moins en moins, mais on avait toujours un lien de parenté avec un grand-père, un oncle, un parent qui avait un pied dans une exploitation agricole. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On se déconnecte petit à petit du monde agricole, mais il faut savoir, et nous, professionnels, nous devons communiquer sur cet aspect-là. Aujourd'hui, on est dans le quotidien de tous nos concitoyens, aussi bien sur le plan alimentaire que sur le plan environnemental. Bonjour à tous, vous m'entendez? Bonjour. 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 Bonjour, bonjour.
Bonjour, alors bonjour à tous, bonjour à toutes. On va ouvrir une nouvelle table ronde et je suis très heureuse de l'ouvrir après cette double interview. On a entendu interviewé par Eric Orsena, Zaya Ziwani et puis maintenant Charles Berdereau, et on voit à quel point le champ des possibles est vaste en fait, et la diversité des emplois, des engagements possibles quand on le veut est grande, et ça je crois que c'est extrêmement important. Et il y a un message qui ressortait en même temps, c'était que tout cela mérite des informations et de l'accompagnement, et c'est sans doute un message qu'il faut envoyer au pouvoir public s'il nous écoute aujourd'hui. Et puis l'emploi, c'est toujours un emploi, mais c'est plus que ça, c'est un engagement dans un moment de vie, on veut faire quelque chose. Et l'intitulé de cette table ronde et de ce moment, donc, c'est, je cite, comment la jeunesse peut-elle transformer la société. Et j'ai envie de dire comment la jeunesse a déjà commencé à transformer la société, comment elle le fait déjà, et pour cela, nous avons des intervenants de premier plan, des jeunes. Alors, Alicia Ambroise, Martin Desvaux de Chambord, Mathilde Imer et Julien Vidal. Alors, je ne vous présente pas tous en même temps, je vais vous présenter les uns après les autres. Et d'abord, Alicia Ambroise, qui a un parcours absolument passionnant. Elle a créé, il y a un an en fait, une association destinée à aider les sans-abri, avec un très joli intitulé d'ailleurs, Les Piafs de la rue. Et elle fait un boulot, je trouve, formidable. Elle a démarré en s'autofinançant. Elle est arrivée à créer un écosystème, à convaincre d'autres de la rejoindre. Et donc, parlez-nous donc de cet engagement, de ce que ça représente pour vous, et de comment vous vous y êtes prise, tout simplement. Alors bon, déjà, j'étais pas toute seule, bien sûr, pour créer ça. On était 3 au départ, 2 maintenant, à assurer la continuité de tout ça, et même plus encore. C'est une grande équipe derrière. Cet engagement, il est né d'un désir finalement de faire du bénévolat à la base, et d'aider, d'apporter quelque chose à la société. C'est vrai que moi, je faisais des études de sociologie, donc j'étais quand même enfin, je me sentais concernée par tout ça. J'ai commencé donc par faire du bénévolat, et très rapidement, avec mes coéquipiers, avec Mathéo notamment, on a voulu en faire plus, et on s'est dit pourquoi pas créer notre association. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. On s'est lancé, et c'est vrai que la cause des sans-abri, c'est là en fait qu'on a commencé nous-mêmes à faire du bénévolat, et c'était une suite logique de continuer à aider ces personnes-là et à rester avec ces bénéficiaires. Très bien. Et vous êtes arrivé donc à élargir le nombre de gens qui participent à ce travail vis-à-vis des sans-abri. Comment vous êtes prise? Alors, je crois que ce que notre association apporte, c'est une grande ouverture. C'est vrai que nous-mêmes, en tant qu'étudiants, on a beaucoup eu de mal à trouver à la base une association dans laquelle s'engager. C'était toujours assez compliqué. On nous demandait parfois des contributions financières. On nous demandait de dire oui, je serai là tant de temps par semaine, d'assurer une continuité, et de s'engager réellement. Je pense que nous, ce qu'on a voulu faire, c'est laisser les gens assez libres de leur manière d'agir et de faire du bénévolat. C'est une association qui est ouverte à tout le monde. Il n'y a pas de contraintes, on ne demande pas de participation financière, on ne demande pas de s'engager sur le temps. Voilà, chacun est libre de venir découvrir, de participer autant qu'il le souhaite, et je pense que c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de monde qui nous accompagne. Alors, je vais me tourner vers Martin Devaux de Chambord. Vous êtes là? Bonjour Oui, voilà. madame. Bonjour. Alors vous, c'est un tout autre engagement. C'est extrêmement intéressant aussi. Dans le cadre du service civique, vous êtes engagé pour l'Europe. Et j'ai envie de vous poser la question suivante. Dans le fond, souvent les jeunes trouvent que l'Europe, c'est pas trop pour eux, hein. C'est pas qu'ils sont vraiment contre, mais ils sont pas non plus pour. Et qu'est-ce qui vous a conduit à vous engager dans ce sens-là? Et qu'est-ce que vous faites très concrètement pour convaincre des jeunes d'être intéressé par l'Europe, et même d'aller plus loin, c'est-à-dire d'essayer d'accompagner le projet européen d'une manière ou d'une autre? Alors c'est vrai que comme vous l'avez dit, dès qu'on prononce le gros mot qui est Union européenne, on a tout de suite des réactions comme quoi soit c'est trop compliqué, soit ça sert à rien.
Moi, j'y ai été sensibilisé, je m'intéressais déjà aux sciences politiques au lycée, et il se trouve que j'ai fini par faire une licence de sciences politiques européennes à ESPOL à Lille. Et c'est vraiment ce focus et cette spécialité, entre guillemets, qui m'ont un petit peu sensibilisé. Et pendant ma licence, alors que je commençais à m'intéresser de plus en plus à ce sujet, je me suis rendu compte que mon activité favorite avec mes camarades, c'était de me plaindre du fait que les citoyens, euh, tout le monde en fait dans la société, parle de l'Europe sans savoir vraiment comment elle fonctionne et ce qui s'y passe dans le détail. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai fini par choisir, dans le cadre d'une année de césure, de faire cette mission. Parce que plutôt que de me plaindre et de dire bah, les gens ne connaissent pas l'Europe, personne ne comprend ce qui s'y passe, on peut faire des choses très simples. Et dans mon cas, donc c'est au sein de l'association Les Jeunes Européens Strasbourg, d'aller dans les établissements scolaires, donc surtout les collèges et les lycées, mais aussi un petit peu de primaire et de jeunes adultes, pour faire des activités de sensibilisation à la citoyenneté européenne, et donc en essayant de rendre tout ça compréhensible et puis surtout ludique et intéressant. Alors, comment vous y prenez justement pour que ce soit ludique et intéressant? Ben, ça passe par des techniques de pédagogie, si je puis dire, différentes de celles du cours magistral. Euh, Il y a une activité phare, c'est une carte géante, donc de plusieurs mètres carrés, qu'on déplie en fait sur le sol. Et après, on vient illustrer nos propos et nos débats qu'on peut avoir avec les élèves sur cette carte géante, notamment en plaçant les noms des pays, etc. Parce que c'est déjà important quand on parle de l'Europe de situer sa géographie. Vous allez dans n'importe quel collège ou lycée, la majorité des élèves ne savent pas placer la Hongrie ou l'Autriche, alors qu'on est à Strasbourg, dans mon cas, qui est quand même une capitale européenne. Il y a aussi d'autres choses. Il y a l'organisation de débats, d'activités. On peut recourir à l'art avec des activités de dessin. Il y a énormément de choses qu'on peut faire en fait. Et vous adressez aux jeunes de tous âges? Vous allez plutôt, que vous allez dans les écoles ou plutôt les collèges, les lycées? Alors, plutôt collège et lycée, mais on peut aussi faire aller jusqu'au CM1, CM2, on va dire, et aussi les jeunes adultes. Et puis, on a même un programme en l'été qui devrait arriver cet été normalement, d'une caravane qui va aller sur les campings du Grand Est. Donc là, vraiment tout âge. Et c'est très intéressant l'été de faire ce genre d'activité avec non seulement les enfants, mais aussi les parents qui sont présents, qui finissent par s'intéresser beaucoup à ce qu'on raconte à leurs enfants. Et une question alors peut-être plus personnelle. Là, c'est votre année de service civique, donc c'est votre service civique. Mais après, est-ce que vous allez continuer, vous allez prolonger cet engagement qui est un engagement sociétal assez fort, ou est-ce que pour vous c'est une parenthèse? Alors, pour ma part, je veux faire de toute façon carrière dans la bulle européenne, comme on appelle ça. Donc, mon intérêt pour la chose ne va pas faiblir. Et pour être tout à fait honnête, je pense que je vais adhérer à l'association. Et il y a d'autres manières de s'engager que le service civique. Par exemple, en étant un simple bénévole, en fait, ce qui fait le cœur de l'engagement associatif. C'est-à-dire que ce sera en parallèle à un emploi classique. En fait, vous conserverez un engagement et c'est ce qui donne un sens, dans le fond, à ce qu'on fait, sans doute. Oui, tout Très à bien. fait. Et alors, Mathilde Imer, maintenant. Mathilde Imer, bonjour. Bonjour. Alors, vous appartenez, enfin, vous travaillez avec notamment, d'ailleurs, deux associations, je crois, Démocratie ouverte et les Gilets citoyens. Et c'est comme ça que vous avez été embarqués dans cette grande aventure qu'a été la Convention citoyenne pour le climat. Et vous avez travaillé là-dessus. Et donc, vous êtes très investis sur ces questions de climat et à la fois climat et citoyenneté. Alors, racontez-nous un peu cette expérience que vous en tirez, comment vous comptez la prolonger, l'amplifier peut-être. Peut-être vous dire pourquoi est-ce qu'on a et pourquoi est-ce que je me suis retrouvée là à titre plus personnel, c'est qu'à la base, je suis plutôt dans l'écosystème climat où j'ai à la fois été dans différentes associations de jeunes sur les questions climatiques. Je suis passée côté gouvernement au moment de la COP 21 dans l'équipe de Laurence Tubiana et de Laurent Fabius. Et assez rapidement, en fait, de toutes ces expériences, on a tiré avec quelques amis la conclusion que nos démocraties étaient pas outillées pour gérer les enjeux de long terme, et notamment la question du changement climatique.
parce qu'elles ont été pensées à une époque où il n'y avait pas des enjeux de long terme comme ça, la question du changement climatique se posait pas. Et donc c'est comme ça que j'ai rejoint il y a 3 ans Démocratie ouverte et qu'on a créé au moment de l'émergence des Gilets jaunes, le collectif des Gilets citoyens, qui visait justement à rassembler des Gilets jaunes, des militants écologistes et des acteurs d'innovation démocratique pour régler un enjeu de comment est-ce qu'on allie ambition climatique et justice sociale. On a bien vu que le mouvement des Gilets jaunes est né sur la question de la taxe carbone, très vite dérivé sur d'autres sujets, notamment la question du RIC. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a créé la Convention citoyenne pour le climat, c'est comment est-ce qu'on arrive à imaginer et à outiller nos démocraties pour qu'elles soient en capacité demain de gérer la question du long terme. Ce que j'en retire pour le moment, parce que l'expérience n'est pas finie, il va y avoir une ultime session, enfin, le président de la République et les 150 citoyens se retrouvent lundi à nouveau. Il y a une dernière session en février où les 150 citoyens tirés au sort pourront dire ce qu'ils pensent de l'action du gouvernement par rapport à leurs propositions. Ce que j'en retire aujourd'hui, c'est que, ça marche. Quand on prend des citoyens tirés au sort, qu'on leur donne un cadre de délibération bien fait en termes de méthodologie, on arrive à des propositions qui sont globalement ambitieuses et cohérentes. Et donc ça veut dire que la démocratie telle que la pensaient beaucoup de philosophes comme Aristote, qui était vraiment celle du tirage au sort, hein, eux voyaient l'élection comme de l'aristocratie, pas comme de la démocratie, ça fonctionne. Donc c'est se prouver d'abord à nous tous citoyens que on est en capacité aujourd'hui de faire ça. Ça ne veut pas dire que nos élus ne servent plus à rien, ça veut dire qu'aujourd'hui on voit bien que nos démocraties représentatives, elles ont une faille, une faiblesse, parce que de moins de gens vont voter. Il y a une abstention de plus en plus forte, et ce qui fait qu'il y a un décalage de plus en plus grand entre nos élus et la société française. Je prends un exemple que j'aime bien donner. À l'Assemblée nationale, il n'y a qu'un seul ouvrier sur l'ensemble des députés. C'est environ 15 à 20% de la société française. Et donc forcément, ces personnes étant sous-représentées dans l'Assemblée nationale, ça mène à des politiques publiques qui sont parfois perçues comme injustes par cette classe de population, et les Gilets jaunes en sont un exemple parfait. Donc ce que j'en retiens, c'est d'abord cette complémentarité entre la légitimité des élus, qui sont ceux qu'on va élire pour être les meilleurs d'entre nous, entre guillemets, et la légitimité de citoyens tirés au sort, qui ont l'expérience du vécu, et c'est-à-dire qui sont enracinés pour le coup dans les territoires. Et les jeunes dans tout ça? Dans cette convention citoyenne, donc elle rassemblait un ensemble de gens qui étaient sans doute représentatifs de la société française, mais quel a été finalement l'apport des jeunes qui devaient être, j'imagine, partie prenante de cette convention? Et au-delà de ça, comment vous voyez justement cet investissement des jeunes qui sont très sensibles à la question climatique? Alors les jeunes, il y en avait, on a décidé pour faire le tirage au sort, on avait 6 critères pour utiliser la méthode des quotas du tirage au sort et des instituts de sondage, dont un critère d'âge. Et ce critère d'âge, on a commencé dès 16 ans en se disant que sur la question climatique, ça avait du sens de prendre des jeunes, même s'ils n'ont pas le droit de vote aujourd'hui dès l'âge de 16 ans. Donc il y avait, si je vous dis pas de bêtises, 6 jeunes entre 16 et 18 ans, et puis sinon le reste dans les mêmes proportions que la population française des jeunes. Et ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est de voir l'écoute de leurs aînés et surtout pas la génération juste du dessus, mais la génération d'encore avant, donc de leurs potentiels grands-parents, par rapport aux jeunes. Où finalement le niveau d'expertise des jeunes était beaucoup plus pointu que celle de leurs grands-parents, potentiels grands-parents, des aînés. Et donc il y avait une écoute qui était assez forte. Et beaucoup de citoyens de la Convention nous disaient moi je suis là avant tout parce que j'ai des enfants et que j'ai peur en fait pour l'avenir de mes enfants. Et donc ce sentiment de vouloir protéger ses enfants, parce que chacun, je pense, voit qu'il y a un problème sur la question climatique, et plus on avance, plus les gens voient à quel point c'est dramatique, était assez prégnant dans les débats de la Convention. Et ce qui amène aussi à la question de comment est-ce à l'avenir, on outille nos démocraties pour que les jeunes qui s'abstiennent massivement aujourd'hui à chaque élection, et qui ont peut-être plus que les générations du dessus un intérêt pour les questions écologiques, comment est-ce qu'on leur permet peut-être d'avoir une assemblée citoyenne du long terme au sein des institutions, qui vient pas rayer de la carte l'Assemblée nationale ou le Sénat, mais compléter à nouveau pour qu'il y ait une instance qui gère le long terme, ou comment est-ce que on vient peut-être casser un petit peu cette vision de la démocratie avec un présidentialisme très fort en France. On voit que ça atteint ses limites, où on a l'impression de voter chacun
tous les 5 ans pour quelqu'un qu'on voit un peu comme le sauveur, et puis au bout de 3 ans, on est tous déçus, alors qu'il y a des systèmes où on voit bien que la parole d'un homme est moins important au sein de processus comme en Allemagne ou dans d'autres pays. Ce que je vois aussi, en dehors des jeunes de la Convention, plus chez les jeunes militants, qui ont beaucoup suivi la Convention citoyenne pour le climat, et ce qui m'inquiète, c'est le passage de la peur face au changement climatique, avec une génération très lucide, à de la colère vis-à-vis d'acteurs, qu'ils soient gouvernementaux ou économiques, qui ne font pas assez selon eux. Et ça m'inquiète sur qu'est-ce que ça dessine demain comme jeunesse et dans la manière dont elle va agir demain. Enfin, ça me pose beaucoup de questions en tout cas. C'est intéressant, effectivement, passer plutôt que de la peur à la colère, de la peur à l'action très concrète, très efficace. Et ça m'amène d'ailleurs tout à fait à Julien Vidal avec cette initiative qu'il a lancée en 2016, hein, si je ne me trompe, et qui s'intitule « Ça commence par moi », et avec l'idée qu'effectivement, ça commence par chacun de nous, il faut agir, et agir très vite. Et puis ce qui m'a frappé dans la discussion qu'on a eue pour préparer cette table ronde, c'est que vous avez évoqué le bonheur, c'est-à-dire vous avez dit dans le fond, bien quand j'agis, quand je propose des actions, quand les gens se joignent à ces actions avec un but qui est précis, et notamment par exemple lutter contre les désordres climatiques, et bien dans le fond, quand on fait ça, et bien on se donne du bonheur. Alors on vous écoute sur votre engagement. Bonjour et merci pour cette invitation et cette belle opportunité. Et en fait, avant de répondre à votre question, moi j'aurais même tendance à questionner l'intitulé de cette journée et à nous poser la question de savoir si en fait on voulait pas éviter une nouvelle génération sacrifiée. Le titre, et j'imagine que vous en avez déjà parlé, je m'en excuse si je mets les pieds dans le plat, mais à mon sens, les générations sacrifiées, elles existent déjà depuis 10, 20, 30, 40 ans. Je regarde la génération de mes parents, celle des gens un tout petit peu plus jeunes jusqu'à ma génération à moi, des trentenaires, et je vois autour de moi des gens qui se mentent pour se raccrocher à un travail qui ne leur plaît pas, et s'ils ont un travail, ils se disent bon ben au moins j'ai la chance d'avoir un travail, et donc c'est pas grave s'il me plaît pas, c'est pas grave si je fais des choses qui ne me plaisent pas, c'est pas grave si du coup je me bats pour un salaire de misère, que je mange des choses qui sont de mauvaise qualité et bourrées de pesticides, etc., etc. Et donc on voit dans notre société un désengagement politique, un désengagement créatif depuis très longtemps en fait. Et donc une nouvelle génération sacrifiée, ça serait terrible. Et la génération actuelle, ce vide qui est en train d'être créé, ces remous, à mon sens, c'est au contraire de permettre, et donc j'aurais adoré qu'on propose peut-être ce thème l'année prochaine, comment permettre à cette génération qui vient, au contraire, de s'affirmer et de s'épanouir. Et ça rejoint votre la perche que vous me tendez sur la question du bonheur, puisqu'effectivement, en fait, moi, ça fait 15 ans que je fais toutes les choses qu'on me dit de ne pas faire, ou plutôt que je ne fais pas les choses qu'on me dit de faire, parce qu'il aurait fallu que j'ai un travail stable et que j'ai une carrière stable, et que en fait ça m'intéressait pas du tout. Et donc du coup j'ai suivi mon instinct, j'ai suivi mon envie, j'ai suivi ma créativité, mon envie de me mettre au service et d'écouter les choses qui effectivement, comme le disait très justement Mathilde, me révoltaient, me faisaient peur, pour me mettre dans l'action. Et je pense que continuer à mesurer le succès de notre société et de nos générations et de nos vies à l'aune d'un travail, d'une stabilité économique, etc., c'est continuer à s'enfermer dans un déni qui fait aujourd'hui que nous allons tout droit dans une impasse climatique notamment, mais pas que, de la biodiversité, du sens, de l'espérance de vie en bonne santé, etc. Donc effectivement, comment au contraire cette génération, elle peut se rendre compte qu'elle n'a pas besoin de rejoindre le rêve de la surconsommation et du travail rangé pour exister et appartenir à un groupe, mais qu'au contraire, elle peut s'écouter et se mettre au service de quelque chose qui la dépasse et qui va profondément nous rendre heureux. Parce qu'en fait, je pense que si je devais répondre en posant une autre question, ce serait de dire, en fait, peut-être que la seule chose qui devrait nous animer tous les jours, c'est comment faire en sorte que je sublime la chance unique qui m'a été donnée, celle d'être vivant, et donc du coup, comment j'arrête de remplir ma vie avec des augmentations, des promotions et des nouvelles voitures toujours plus grosses, parce que ça, on s'en rappellera pas sur notre ligne mort, ça c'est sûr. Donc la question du bonheur, à mon avis, elle devrait être centrale, beaucoup plus centrale, et c'est pas du tout un sacrifice, c'est une opportunité que nous sommes en train de vivre. Et dites-nous 2-3 mots de « ça commence par moi » très très concrètement.
Et bien justement, ça commence par moi, c'était le ras-le-bol de voir que l'écologie, la solidarité étaient des pansements sur notre mode de vie de surconsommation, en disant fais ça un petit peu à la marge et comme ça créera une sorte de bien-être un peu supplémentaire qui continuera à légitimer nos modes de vie. Ça commence par moi, c'est de dire bah non, en fait la première entité sur laquelle j'ai du contrôle, c'est moi, donc je vais essayer effectivement de m'occuper de mon bonheur plutôt que de le déléguer à d'autres qui en fait nous vendent des besoins plutôt que du réel bonheur. Et puis ensuite, c'est de dire, mais ça commence par moi d'être l'étincelle d'un changement beaucoup plus profond plutôt que de me limiter à ma culpabilité et d'attendre que d'autres se bougent. Ça commence par moi d'être cette étincelle d'un changement qui aujourd'hui est appelé des vœux de plein de gens, mais qui ne savent pas comment s'y mettre. Et en plus, ça commence par moi de me rendre compte que c'est pas du tout une fatalité, c'est pas du tout un poids, un fardeau, mais au contraire, c'est une libération extraordinaire parce que ça me décide, ça me permet moi-même de mettre au cœur de ma vie la boussole dont j'ai envie et de ne pas suivre les chimères qu'on m'aura imposées. Et ça, ensuite, on le décide un peu comme on veut, mais on remplit notre vie de solidarité, d'éco-citoyenneté, effectivement, je le disais tout à l'heure, de créativité. Bien sûr, il y a un pragmatisme à avoir, bien sûr, il y a à mettre de la nourriture sur notre table chaque jour, et pourtant, depuis que je me pose chaque jour la question de ce qui me rend heureux, j'ai jamais eu à me poser la question de ce qui allait me nourrir. Je crois qu'il y a un cercle vertueux qui s'installe et c'est assez libérateur, et ça passe par des actions de tous les jours dont on a souvent idée, mais qui sont beaucoup plus complexes que ce qu'on peut imaginer, autant sur le plan de la consommation, de l'alimentation, du sens au travail, de la démocratie avec l'excellente initiative de Mathilde, du service civique, qui sont d'ailleurs, qui est une plateforme, un mouvement extraordinaire que j'ai eu la chance d'accompagner à Paris en travaillant pour Unicité notamment, et c'est incroyable à quel point faire et raconter ce que nous sommes en train de faire a un pouvoir extraordinaire sur les autres, et je pense que c'est ça vraiment qui arrivera à mettre de l'exponentialité dans le changement sociétal. Voilà, c'est dit. Alors moi, j'ai une question pour vous quatre, hein. Vous répondez dans l'ordre que vous voulez, mais voilà, vous montrez un engagement magnifique, hein, les uns, les unes et les autres. La citoyenneté, le climat, la question des sans-abri, l'Europe. Et ce que je me dis, c'est, vous avez commencé avant la crise, mais la crise est là et c'était une crise tout à fait terrible. Et est-ce que cette période, comment vous la voyez à travers les gens que vous rencontrez, à travers les jeunes avec qui vous travaillez, dans vos universités ou là où vous êtes ou dans vos premiers emplois, etc. Est-ce que cette période que nous traversons est propice à l'engagement ou au contraire, allez, on ne va pas parler la langue de bois, est-ce qu'elle ne nous pousse pas au repli? Déjà, on est empêché de se déplacer en grande partie. On va sûrement nous tomber dessus une nouvelle interdiction de sortie à partir de 19h ou 20h, je ne sais trop quoi. Voilà, c'est une période assez difficile, mais c'est une période de repli. Hein, et quand on se promène dans la rue, on est frappé, même dans les grandes villes, du fait qu'il y a quand même peu de monde dans les rues. Donc comment on fait justement pour défendre ces engagements plus encore dans la période qui est la nôtre? Et comment vous la vivez, cette période? Alors, qui veut commencer? Levez la main, si je puis dire. Pardon. Bah, je peux y aller si jamais vous voulez. Comme, ok. Alors, bah, la vraie difficulté pour moi, c'est que les gens ne s'engagent pas juste effectivement en quête de sens, les gens s'engagent pour être heureux, comme ça vient d'être dit. Et être heureux, bah, c'est pas toujours uniquement être un bon samaritain. Euh, Quelque chose qui était très important dans la vie d'une association dans une année normale, c'était par exemple d'aller boire un verre après avoir organisé une conférence ou des choses comme ça. Aujourd'hui, tout ça n'est plus possible. Et on enlève un petit peu le côté social et le côté ciment que pouvait être une association. Avant, c'était un lieu de rencontre, un lieu de... On pouvait se faire des amis. Et aujourd'hui, vous faites énormément de choses par Zoom, etc. Et on enlève en fait une partie, en tout cas, de l'intérêt. Et ça demande encore plus de volonté pour pouvoir mobiliser des bénévoles. Qui d'autre alors? Oui. Alicia, peut-être?
Je veux bien continuer du coup, oui. Alors pour moi, effectivement, cette période, elle a des aspects, forcément négatifs et désastreux pour certaines personnes, mais je pense aussi que pour d'autres et notamment peut-être pour les jeunes, ça peut être aussi une opportunité de créer de nouvelles choses. On est dans une situation qui est inconnue et à toute situation inconnue, c'est aussi le moment de créer des choses inconnues et de frapper fort, sur tout un tas de sujets, qu'il appartient à chacun de déterminer. Mais voilà, pour moi, c'est aussi l'opportunité de créer et nous, du point de vue de notre association aussi, je me rends compte que c'est aussi une période dans laquelle on a plus de temps, de manière générale et ce temps justement, on peut, s'en servir pour, faire du bénévolat, mener des actions et justement, transformer la société. De toute façon, la société, je pense, est en train de se transformer, fondamentalement avec toutes les crises et voilà, pour moi, c'est, l'opportunité quelque part, de créer de nouvelles choses et de repartir sur un bon pied aussi, de créer des choses qui changeront, positivement les choses. Voilà. Quand, quand Je vous me dites permets créer, d'enchaîner. vous avez une idée en tête, vous avez ou voilà, c'est tout Comment? ouvert. Quand vous évoquez l'idée de créer, dans le fond, vous avez une idée en tête ou vous vous dites tout est ouvert, le champ des possibles est ouvert, on verra. Et effectivement, je pense que le champ des possibles est ouvert et que, c'est le moment d'avoir, les bonnes idées, qui permettront, que les choses de demain, soient plus positives que celles d'aujourd'hui. Et voilà, de repartir sur une éthique un petit peu plus juste que celle qu'on pouvait avoir avant et qu'on a peut-être encore en ce moment. Mathilde, Julien? Ouais, je me permets d'enchaîner très rapidement pour Oui. dire que je pense qu'il faut nuancer hein, de toute manière les propos et donc moi j'essaierai de nuancer la vision que la presse nous donne, une presse qui montre une population de plus en plus complotiste, de plus en plus repliée sur elle-même et un monde aussi, hein, des GAFAM notamment, de la surconsommation qui s'alimente hein, de cette situation avec un Black Friday record sans doute pour Amazon, là encore il y a eu quelques jours. Et ça, c'est sûr que ça fait peur, mais il y a suffisamment de personnes qui sont tous les jours à nous le rabâcher sur les grandes chaînes d'écoute pour éviter de parler de ces sujets. Moi, pendant cette année 2020, autour de moi, j'ai vu des personnes qui aussi ont eu du vide dans leur vie et ce vide, elles ont décidé de le remplir autrement, en se posant des questions et aussi en se rapprochant de leurs proches, en se rapprochant des temps de pause, des temps d'ennui aussi qu'on a trop souvent oubliés et des temps où on se met au service de quelque chose autre que nous-mêmes. On avait en le disant un peu simplement, quand même tendance à beaucoup s'abrutir devant les programmes télévision, et ça a continué, mais aussi dans la surconsommation, les soldes et le temps passé dans les centres commerciaux. Je suis bien placé pour le savoir, parce que à une époque pas si lointaine, c'est ce que je faisais aussi avec mes frères. On partait dans les centres commerciaux, traîner toute la journée pour acheter des choses dont on n'avait pas besoin. Et je me rends compte depuis ce confinement et ces deux confinements même qu'autour de moi, dans mon quartier, j'ai vu de la solidarité, j'ai vu de l'entraide, j'ai vu des gens qui se parlaient alors qu'ils ne s'étaient plus parlé depuis vraiment de nombreuses années. J'ai vu des gens qui ont eu leur travail qui prenait de moins en moins de place et qui ont pu soit se dédier à, je sais pas, des missions de solidarité parce qu'il faut en ce moment transformer les invendus alimentaires pour les personnes en situation de vulnérabilité. Et on voit qu'il y a eu 1 million de personnes qui sont passées sous le seuil de pauvreté avec ces crises. Et puis aussi pour s'intéresser à des sujets de fond et donc à suivre le travail de la Convention citoyenne pour le climat, à suivre les rapports qui sont chaque année de plus en plus nombreux et de plus en plus éloquents, faits par Oxfam, faits par les Amis de la Terre, etc., etc. Et on a vraiment, en tout cas j'ai vu, cette envie de se renseigner, cette envie de se réapproprier nos décisions plutôt que de les subir. Et pour moi, ça c'est vraiment quelque chose de très enthousiasmant qui montre que, contrairement à ce qu'on nous promettait, il y a quand même 1 an, si on avait dit on va avoir une crise de pandémie mondiale et qu'est-ce qui va se passer, tout le monde nous aurait dit ça va être la guerre, ça va être le chacun pour soi. Mais en fait, on a vu quoi? On a vu que les Français, ils sont capables en fait d'obéir à des contraintes et de se plier à des contraintes très 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 fortes
pour le bien commun, de faire preuve de solidarité et de s'intéresser à ce qui se passe du côté de l'autre côté de sa porte, mais aussi à prendre plus soin de sa famille, de ses proches, et puis aussi une envie, et là les derniers sondages notamment commandés par Oxfam le démontrent, en fait de donner une réponse du temps long à ces sujets, et on voit encore que la priorité des Français, à plus de 60%, ça reste la question climatique. Et c'est aussi pour ça qu'en ce moment, Emmanuel Macron, il est un peu embêté parce qu'il nous a promis beaucoup de choses et puis il va pas suffisamment loin, et les Français, ils veulent aller loin. On va passer aux questions, mais peut-être juste avant, Mathilde, vous avez quelque chose à rajouter ou on passe directement aux questions? Oui. Non, ouais, je rejoins beaucoup ce qu'ont dit Alice et Julien, dans le sens où, en gros, entre deux séries Netflix et la peur pour nos aînés et aussi pour notre avenir, parce que ça reste quand même très flou, notamment pour ceux qui sont encore étudiants, qui rentrent dans le monde du travail. Moi, je vois un peu de la place pour se poser des questions sur l'essentiel. Et ce que disait l'essentiel, ça rejoint beaucoup ce que disait Julien, c'est-à-dire c'est quoi les priorités que je veux donner dans ma vie. Et donc je vois un double mouvement sur la question de l'emploi, par exemple, à la fois certains de mes proches qui sont effrayés par le fait de se faire virer, hein, tout simplement, et d'être demain les sacrifiés de la crise économique, ou de pas trouver d'emploi pour ceux qui sont encore étudiants. Mais je vois aussi plein de jeunes qui décident de démissionner en pleine période de crise économique, parce qu'en fait, ras-le-bol. Ras-le-bol, un métier qui n'a pas de sens, dans lequel ils ne se retrouvent pas, et qui préfèrent démissionner, avoir une rupture conventionnelle et créer leur propre job, qui pour eux a du sens, qui est souvent soit un job entrepreneurial, soit un job associatif, dans lequel ils arrivent à la fois à allier leurs besoins de sens et la possibilité de juste se rémunérer pour manger, dormir et vivre convenablement. Et donc je pense qu'il y a une véritable envie de changement qui se cristallise à ce moment-là et qui va, j'espère en tout cas, j'ai l'impression, va prendre de l'ampleur dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, parce que je crois que la question du bonheur, elle est clé, et que le nombre de dépressions, de suicides qu'on voit pose la question de comment est-ce qu'on vit heureux, et donc des questions essentielles. Et ça, je crois vraiment que c'est une lame de fond profond qu'en effet, on ne voit pas trop dans les médias, peut-être parce que c'est trop intime, mais qui me semble central dans ce qu'on vit aujourd'hui. Et je ne pense pas que ce soit d'ailleurs l'apanage de notre génération. Merci pour ça, pour toutes ces remarques. Alors, on va tout de suite ouvrir l'amphi virtuel. Voilà, parce qu'on a déjà des questions qui sont arrivées. Alors, je ne les vois pas. Je vais peut-être être... Voilà. Première question d'Anas. Oui. Bonjour à tous et à toutes. On n'entend pas. Ah, vous m'entendez pas? Si c'est possible, je vais essayer d'augmenter mon son. Voilà, allez-y. Vous m'entendez? Un petit peu. On va dresser l'oreille. D'accord. C'est bon. Je pense que vous m'entendez. Déjà, bonjour à tous et à toutes. Merci pour l'ensemble de ces témoignages et tout ce qui a été dit sur ce sujet. Moi, j'ai une simple question. Moi, je m'intéresse beaucoup au changement de notre société, et surtout de notre jeunesse. Enfin, on est beaucoup de jeunes dans ce pays-là. Et par rapport à la transformation de notre société, est-ce que le problème, il n'est pas un peu plus, je dirais, structurel, dans le sens où le système où on vit, qui met un peu le bonheur, comme vous l'avez si bien souligné, de côté, et qui nous pousse à être sur les rails, que ce soit des études, à vraiment participer au développement économique de ce pays-là. Est-ce que le fait que le pays aussi n'encourage pas certaines ambitions, certains projets, que ce soit en économie sociale ou solidaire, ou notamment dans l'écologie, est-ce que le fait qu'il y ait un peu, comment dirais-je, des sortes de bâtons dans les roues de certains jeunes, de certains groupes de jeunes qui veulent un peu faire évoluer les choses, est-ce que le problème, il n'est pas un peu plus lié au système, un peu lié aussi aux rigidités aussi, c'est ce que je voulais souligner, aux rigidités de ce système-là, et au fait que ça soit quelque chose d'un peu plus structurel et pas conjoncturel. Donc c'était un peu ça ma question. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre question. Alors sur ces rigidités structurelles et pas simplement conjoncturelles, oui. Alors on vous écoute, oui. Allez-y. Je crois que c'est Mathilde qui a levé. Oui, voilà. Ouais. J'avais une réaction, je trouve ça très juste ce qui vient d'être dit.
Et un exemple tout simple, dans le monde économique, puisqu'on est quand même au cercle des économistes aujourd'hui, moi je vois vraiment deux mouvements, et on l'a vu très fortement sur la Convention, un schisme se crée au moment de la crise sanitaire entre les acteurs économiques qui disaient « bon, au vu de la situation, l'écologie, ça va, c'est pour après-demain, on a le temps d'attendre ». Et ceux qui, au contraire, et que ce soit des entrepreneurs ou des acteurs du CAC 40 comme Emmanuel Faber, PDG de Danone, dire non, dans le cadre de cette crise sanitaire, les milliards qu'on va injecter, il faut absolument les flécher vers la transition écologique parce que on va pas réinjecter cette économie là demain, et donc il faut faire en sorte que l'économie sociale et solidaire, la transition écologique, la transition démocratique soit favorisée dans cette période-là. Et je vois vraiment ce mouvement de face entre, si je caricature un peu, entre le MEDEF et le mouvement Impact France, qui est un mouvement qui est plein globalement des jeunes entrepreneurs, beaucoup d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, qui sont en effet un peu en train de se battre contre un système qui pour moi est un petit peu à bout de souffle et qui est transformé, qui parvient en partie, mais qui a du mal. Et je pense qu'un dialogue plus intergénérationnel sur ces questions-là permettrait peut-être de faire avancer les choses. Donc je me méfie à la fois de ce truc de jeunisme et d'entre-soi qu'on peut parfois avoir en tant que jeune, et en même temps j'appelle vraiment nos aînés à être prêts à un peu plus de changement que ce qu'ils font jusqu'ici. Alors, on va prendre tout de suite une autre question. Je sais qu'il y a des questions dans l'amphi, puis j'en ai aussi qui arrivent par écrit. Allez-y. Oui, on a une question de Julien. Alors, Julien. Oui, vous m'entendez tous bien, Oui. c'est bon? Ok. Moi, je voulais revenir sur, je voulais faire une petite remarque très rapide et ensuite j'avais une question. C'était au niveau de l'Europe et de l'engagement des jeunes. Très clairement, on se rend compte à l'heure actuelle qu'on a une réelle problématique qui est l'engagement des jeunes, que ce soit au niveau de la politique au sein du système français ou au niveau de la politique européenne. On a malgré tout des signes positifs, notamment lors des dernières élections européennes où on a eu un taux de participation des jeunes qui a un peu augmenté, mais qui reste actuellement beaucoup trop faible. Ce désintéressement, il a été énormément accru par les différentes crises sanitaires qu'on a eues. Nous, on s'en est d'autant rendu compte plus encore dû à fait que je fais partie de la fédération. Ouais. Je finis juste. Excusez-moi, mais comme il y a plein de questions. Bien sûr. Et qu'il y ait une très très grande précarité durant ces différentes crises. Et le monde de demain post-crise sanitaire peut permettre réellement aux jeunes de se saisir des différentes thématiques et de reprendre la main, notamment au niveau européen. Et là était ma question, est-ce que vous auriez des idées à part le droit de vote pour permettre aux jeunes de s'instruire, de s'éduquer et d'être accompagnés sur la citoyenneté européenne et les différents moyens de vraiment s'investir dans la vie politique européenne, tout simplement. Merci pour votre question. Alors, c'est une question pour Martin. Hein. J'ai l'impression que oui. Oui. Alors, il y a plusieurs choses. On parle du droit de vote. Alors, déjà, ça a déjà été évoqué, la démocratie, c'est pas que le droit de vote, mais la démocratie représentative, c'est quand même le fondement de nos systèmes. Donc, on peut, si on veut, faire des choses comme la Convention citoyenne, mais c'est quand même important de participer à l'élection de représentants. Il y a plusieurs choses. On vote pour une institution qu'on comprend déjà. Donc, si on ne sait pas à quoi sert le Parlement européen, qu'est-ce qu'il a fait cette dernière année, comment il fonctionne et quels sont les équilibres et les rapports de force politiques, c'est compliqué d'y voter. Et voire même, on va voter pour les élections européennes, mais par contre, ça se fera dans une logique nationale. Je suis de droite, j'aime pas le gouvernement socialiste, donc je vote la liste PPE. Sauf que non, le PPE, c'est pas juste les Républicains. Le PPE, c'est un très grand parti qui regroupe énormément de forces politiques de droite avec des sensibilités très différentes, qui défendent des choses particulières à l'échelon européen. Et le problème, c'est que pour qu'on puisse comprendre le travail et le fonctionnement d'une institution comme le Parlement européen, eh bien, il faut que ce soit couvert par les médias.
Et ça, il y a un vrai travail à faire et je suis content de pouvoir en parler aujourd'hui. C'est-à-dire que on ne peut pas ouvrir le 20h en parlant des élections américaines pendant 2 semaines d'affilée. Alors oui, c'est important les élections américaines, mais à côté, à peine mentionner la nomination d'une nouvelle présidente de la commission, par exemple. Et une fois qu'on a compris une institution, on vote aussi pour une institution qui a du pouvoir. Parce que un parlement qui n'a pas l'initiative législative, c'est tout de suite moins sexy si vous me passez l'expression. Et c'est le cas à l'échelle européenne. Donc pour moi, ce sont les deux choses qui pourraient faire en sorte qu'il y ait une idylle entre les citoyens et le Parlement. Alors, une autre question. Oui, on va prendre la question de Charnel. Alors, vous m'entendez? Oui, bonjour. Bonjour à tous. Alors moi, je rejoins totalement ce qui a été dit par Julien, puisque je pense que depuis plusieurs années, ou voire même des décennies, on nous a vendu le CDI comme étant un modèle de réussite sociale. Alors qu'aujourd'hui, on se rend compte que le CDI est non seulement devenu un contrat précaire, puisqu'il peut s'arrêter à tout moment, et d'autant plus qu'avec les crises successives, il est devenu plus difficile pour les jeunes de signer un tel contrat. Alors moi, ma question, elle est simple. Est-ce que aujourd'hui, effectivement, il n'est pas plus simple pour faire évoluer, excusez-moi, le modèle économique et social en permettant aux jeunes d'obtenir des moyens financiers considérables pour pouvoir créer eux-mêmes leurs propres activités, voire entreprises, afin d'évoluer vers le bonheur dont on attend parler depuis le début de cette réunion. Pourquoi cette question? Parce que je pense qu'aujourd'hui, on a une bonne partie de la jeunesse qui ne croit plus au travail, qui ne croit plus ni au CDD ni au CDI. Je pense notamment aux jeunes des quartiers populaires ou aux jeunes qui vivent dans des zones très rurales où effectivement, il n'y a aucune perspective de trouver un emploi. Voilà. Je vous remercie. C'est donc Julien qui va répondre. Ouais, j'ai envie de répondre à ça et de dire merci rapidement. J'ai jamais eu de CDI de toute ma vie. J'ai 35 ans et tout va bien. Donc ça déjà c'est dit. Et effectivement, je pense qu'il y a de plus en plus de moyens qui sont mis à disposition de la jeunesse. Et d'une, on n'entend pas suffisamment parler. Et de deux, ça devrait être nationalisé, notamment dans les plus petites villes, parce qu'en général c'est quand même un peu l'apanage des grandes villes. Je pense au service civique qui est déjà présenté, mais qui est quand même une super porte d'entrée dans l'engagement pour les jeunes, qui est aujourd'hui donné à plusieurs centaines de milliers de jeunes chaque année, et ça marche vraiment bien, et c'est assez représentatif de cette volonté de s'engager, de se mettre au service. Et notamment pour la personne qui posait la question, pour la question des quartiers plus précaires, je parle en connaissance de cause parce que ma compagne, elle travaille pour une association qui s'appelle Sport dans la ville, et notamment pour un mouvement qui s'appelle Entrepreneurs dans la ville, et qui accompagne les jeunes qui veulent justement créer leur association, leur entreprise, et il y a de plus en plus de structures françaises de financement qui cherchent ces modèles. Dans le milieu de l'ESS aussi, je pense à Make Sense, je pense à La Ruche, je pense à Ticket for Change, qui soutiennent cette dynamique des jeunes. Et on voit que plus on donne des opportunités à la jeunesse, moi-même j'ai été soutenu par l'incubateur d'économie sociale de l'ESSEC qui s'appelle Entropia, et plus on donne ces disponibilités, ces possibilités à la jeunesse et ces moyens justement qui vont avec, et plus ils s'en saisissent pour en général de l'altérité, de la solidarité, de l'envie de faire des choses ensemble avec une belle créativité. Donc effectivement, faire confiance à la jeunesse pour apporter des solutions, c'est un vrai plus. Et tant pis, je pense que si à 50 ans, j'ai pas eu de Rolex ni de CDI, je m'en porterais pas plus mal. Alors, une autre question. Oui, on prend la question d'Alexandra. Oui, bonjour. Merci pour le temps que vous prenez de répondre à nos questions. Je vais essayer d'aller vite pour laisser la place aux autres. Ma question va se porter sur l'engagement en général des jeunes. Parce que moi, je suis investie en politique, mais aussi sur l'ouverture culturelle en région parisienne. Et si j'ai bien remarqué quelque chose, c'est que comme on est dans un monde de consommation où tout va toujours très vite, l'engagement est souvent à courte durée, sans parler travail. Donc la question, ça va être autour de ça, c'est comment aujourd'hui on fait pour que les jeunes s'intéressent, mais durablement dans le temps,
quand ils s'engagent. Voilà. Alicia, ça vous inspire cette question, cette remarque sur l'engagement dans le temps? Parce que c'est vrai, une vraie question. C'est-à-dire, on se dit, bon, vous êtes jeune, là, d'une certaine manière, vous avez du temps, mais est-ce que vous allez prolonger cet engagement et de quelle manière? Oui, le but, c'est de prolonger cet engagement. De quelle manière, je sais pas encore. C'est vrai qu'on fonctionne beaucoup au jour le jour. C'est peut-être, c'est vrai, ce qui caractérise aussi un petit peu les jeunes. Mais après, voilà, comment faire durer son engagement, la question, enfin, je me pose pas vraiment cette question. En fait, je pense que si l'engagement nous tient vraiment à cœur, dans ce cas-là, ça se fera tout seul et voilà. Je ne saurais pas vraiment comment répondre à la question. Je me permets quand même en 30 secondes de dire que si les entreprises valorisaient beaucoup plus sur le temps long et laissaient de plus en plus de place aux jeunes qui s'engagent et dans notamment le milieu associatif, en fait, on se rendrait compte que les vases sont communicants et que ça sert tout le monde. Donc, voir plus de valorisation sur le CV de tous ces temps d'engagement à côté de l'emploi aurait vraiment du sens pour pousser à plus d'engagement sur le temps long. C'est vrai, ce que vous dites, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il faut valoriser ça dans le CV, mais sans doute aussi que ce soit valorisé dans l'entreprise elle-même, c'est-à-dire pas seulement pour l'employabilité, mais pour le futur. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose? Je peux ajouter un dernier élément sur cette question. Je pense que ce qui fait tout le dynamisme d'une association de jeunes, c'est aussi parce qu'il y a des départs, des arrivées, énormément de turnover, comme on dit. Et pour du coup commencer à connaître un petit peu le milieu associatif, les associations où tout le monde est là depuis 20 ans et tout le monde se connaît, c'est pas là que ça bouge et c'est pas là où il y a beaucoup d'actions qui sont menées. Alors qu'au contraire, oui, les jeunes parfois changent d'engagement ou tout simplement arrêtent plus tard, mais le fait que tout ça bouge et qu'il y ait énormément de changements permet une sorte de fraîcheur dans les idées, dans les énergies aussi. Alors, on a encore un petit peu de temps. Je crois qu'on a encore des questions dans l'amphi virtuel. Sinon, j'ai des questions. Allez-y. Paul. Bonjour, Paul. Oui, bonjour à tous. J'avais une question pour Julien Vidal. Je voulais savoir simplement en quoi consistait le mouvement Ça commence par moi. Quelles sont ses actions au quotidien et comment intégrer ce mouvement ou comment s'y intéresser plus profondément. Merci. Oui, parce que vous en avez parlé, mais donnez-nous un exemple concret. En fait, allez voir sur le site internet, c'est ça-commence-par-moi.org. Il y a près de 400 actions éco-citoyennes pour justement s'engager plus sur les questions et d'écologie et de solidarité et de démocratie. Le dernier sujet en ce moment que je porte beaucoup, c'est celui du pouvoir de notre argent. Donc une action très forte, ça serait de reprendre l'argent qu'on laisse dans les grandes banques avec nos comptes courants classiques, qui en fait, les 6 grandes banques françaises ont un impact 8 fois plus important en termes d'émissions de gaz à effet de serre que tout le territoire français, et de le mettre dans des initiatives et des banques engagées. Je pense à l'ITA pour soutenir les entreprises de l'ESS, je pense à Terre de Liens pour l'agroécologie, je pense à la NEF qui est une banque éthique, etc. etc. Et ça, c'est un vrai pouvoir. Et ça, c'est des sujets en général qu'on met très peu en avant, qui sont très nombreux. Ça peut être dans l'alimentation, dans la démocratie. Je parle forcément de démocratie ouverte et de toutes les initiatives qu'il y a dans ce milieu-là, mais aussi dans l'entreprise, de toutes les choses qu'on peut faire pour changer et qui sont extraordinairement nombreuses, en général en plus source d'économie, source de gains de temps, de gains de sens, etc. etc. Donc allez sur le site internet, il y a plein de vidéos, il y a des podcasts, il y a plein de choses pour vous nourrir en fait, pas vous mettre sous cloche, mais au contraire, vous faire tirer un fil d'une bobine sans fin pour vous rendre compte que en fait, plutôt que d'appartenir à cet ancien monde du CDI et de la surconsommation dans les grandes surfaces, on peut aujourd'hui appartenir à un autre groupe beaucoup plus enthousiasmant, beaucoup plus libérateur, celui des personnes qui se soucient de l'avenir du monde et qui ont envie d'apporter leur originalité, leur unicité en fait. Oui, formidable. Et effectivement, c'est l'idée, je veux m'engager, j'ai envie de m'engager, mais je ne sais pas très bien par quel bout entrer dans l'engagement. Et vous faites des propositions tout à fait concrètes, qui sont quelquefois même des micro-propositions, mais c'est très bien, c'est très intéressant. Alors, on a, je crois, pour l'amphi virtuel, on en a encore une, non? Oui, on en a encore une. Oui, allez-y. Manon. Bonjour Manon. Allez-y, on vous entend. En fait, je voulais vous poser une question pour vous, la plupart qui ont créé des associations. Un petit peu plus fort.
Vous m'entendez ou pas là comme ça? Oui, ça l'est, c'est mieux, c'est mieux. Ok, parfait. Je voulais vous demander, vous qui avez créé des associations, comment vous avez fait en fait pour pas vous laisser démotiver parce que c'est vrai que maintenant les jeunes, je trouve qu'on est beaucoup décrédibilisés dans nos actions, par exemple pour le climat, par rapport à certaines manifestations qu'on peut faire. C'est souvent les jeunes, les jeunes, les jeunes. Donc je voulais vous demander comment vous avez fait voilà, pour garder le cap sans vous décourager à cause de ce que nos aînés pouvaient dire sur nous, quoi. Voilà. Alors, qui se lance? Oui, allez-y, allez-y. Moi, ça me rappelle, ce que tu viens de dire me rappelle très fortement plein d'expériences quand j'étais plus jeune sur les questions climat, où c'est toujours les jeunes, vous êtes des bisounours, quoi, et vous n'avez pas conscience de la réalité économique, de la réalité des contraintes qu'on a aujourd'hui dans le monde. Et en fait, moi, un truc qui m'aide très concrètement à tenir, c'est d'être pleinement consciente et lucide que le camp de l'utopie, les bisounours, en fait, c'est pas nous, c'est plutôt nos aînés. Sur la question climatique, croire aujourd'hui qu'on peut continuer dans le modèle économique qu'on a aujourd'hui, alors que les scientifiques du monde entier nous disent que si on change rien, on va droit dans le mur et qu'il y aura une bonne partie de la planète qui sera plus habitable. Bah, en fait, ceux qui sont utopistes et bisounours, c'est ceux-là. Et donc, moi, ça m'aide beaucoup de me dire finalement, ceux qui sont lucides, raisonnés et crédibles, en réalité, c'est nous. Et je pense qu'il faut pas se laisser démonter par des messages de personnes qui, en général, enfin, moi, je crois pas que il y a les bons et les méchants, que nos aînés sont les méchants qui nous tapent dessus. Je pense qu'il y a aussi tout simplement soit de la compréhension, soit de la peur en fait. La peur de changer, ça fait peur à tout le monde le changement. Et donc c'est comment, plutôt que de rentrer en frontal auprès de nos aînés, comment leur donner envie en fait. Parce que clairement, être écologiste, être féministe, être antiraciste, aujourd'hui c'est un monde beaucoup plus joyeux que le monde qu'on a aujourd'hui, où je sais pas, quand vous allumez les infos, enfin c'est anxiogène au possible. Entre ce qu'on entend aujourd'hui sur la crise du Covid, qui n'est pas sans lien avec la crise écologique, ce qu'on entend aujourd'hui sur différentes communautés au sein de la société française. Donc, je pense qu'il faut être très serein sur le fait qu'on dessine une société dans laquelle on est plus heureux et que ce bonheur-là, il est contagieux en fait. Et donc pas essayer de convaincre, mais juste de partager les choses qui te rendent heureuse. Moi, j'ai vécu dans ma vie des transformations de mes parents, de mes proches, beaucoup plus fortes en parlant de ce bonheur, en les accompagnant avec douceur, qu'en essayant de les convaincre de manière frontale. Merci. Alors, on prend peut-être une question parmi les questions écrites. Il y en a une qui est très intéressante pour revenir au témoignage qui a précédé la discussion. La déconnexion des jeunes à l'agriculture n'est-elle pas liée au modèle d'agriculture intensive? Alors, évidemment, là, ça appelle une réponse oui, mais est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus? Est-ce que l'un d'entre vous est intéressé par cette question? Non? Oui, vous êtes tous d'accord, mais en fait, voilà. Oui. Oui. Bah, déjà, parler d'agriculture intensive, c'est quelque chose c'est vraiment un mot d'urbain, si je peux me permettre. Pour avoir un grand-père qui a un pied dans le monde agricole, il y a énormément d'incompréhension, je pense, de toute une part de la jeunesse urbaine, avec les réalités des milieux ruraux, mais je pense que notre ami syndicaliste en aurait encore mieux parlé que moi, mais le fait que les gens ne soient plus, entre guillemets, au contact de la terre, amène à développer beaucoup d'idées très particulières, comme quoi il y aurait vraiment une tentative d'empoisonnement du grand public dans l'agriculture française. Je pense que le désamour des jeunes avec l'agriculture, il vient plus du fait qu'ils ne la voient plus et qu'ils ne la touchent plus, plutôt que du fait qu'elle serait intensive. Écoutez, merci pour cette réponse. Je vois que déjà le temps a passé, ça passe trop vite, hein, mais je crois qu'on a dit beaucoup de choses, on a évoqué beaucoup de sujets d'engagement qui vous tiennent à cœur, mais qui nous tiennent à cœur aussi tous, hein, la génération des plus âgés, des bisounours. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait des bisounours dans notre génération. Vous avez raison d'ailleurs, hein, sur le climat, et on a beaucoup de responsabilités sans doute, mais je crois que, en fait, tous vos parcours sont extrêmement intéressants et montrent que on peut vraiment conjuguer
la vie étudiante ou l'entrée dans l'emploi avec des vrais engagements et des engagements qui surtout, et ça je trouve que c'est très très important, vous l'avez tous montré, des engagements qui seront durables, et c'est ça je crois le mot important, des engagements, c'est pas quelque chose d'un moment, mais c'est véritablement entrer dans la vie avec un regard sur la société et une envie de la changer. Donc merci beaucoup, et on va passer à notre deuxième partie de cet après-midi. Ce sont les grands témoignages. On a trois grands témoins qui vont compléter ce que vous avez raconté, ce que vous avez montré, et qui vont raconter donc leurs propres expériences. Donc merci beaucoup à vous quatre, et merci à tous les membres de l'Amphi virtuel et à tous ceux qui ont envoyé des questions, et pardon à ceux qui ont envoyé des questions dont on n'a pas pu traiter.